Est-ce que tu as plein d'idées, mais tu ne trouves pas le temps de les mettre en place? Ou encore, est-ce que tu aimerais démarrer un projet, mais tu ne sais pas trop par où commencer? Ou est-ce que ça t'arrive de débuter quelque chose, tu es vraiment excité, tu as hâte de faire ça, tu sais que ça va être the next big thing. Sauf que 2 à 3 semaines, une fois que tu as débuté, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas qu'est-ce que tu voulais faire réellement, c'est peut-être pas si hot que ça, mais c'est pas grave parce que tu as trouvé une idée qui est encore meilleure, puis c'est elle que tu vas faire. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu es dans un cercle vicieux. Et si tu t'en sors pas, c'est sûr que tu n'auras jamais de succès. C'est pour ça que je suis vraiment excité de vous présenter mon entrevue d'aujourd'hui que j'ai réalisée avec Sarah Buteau, qui est une jeune entrepreneur de 20 ans et ça fait déjà une année qu'elle a lancé sa marque de vêtements qui lui permet maintenant d'en vivre complètement de façon autonome à temps plein. C'est une personne d'action qui n'a pas peur de se lancer dans un projet sans nécessairement savoir comment est-ce qu'elle va le réaliser, ce projet-là. C'est une personne qui veut des résultats et elle les veut maintenant. Et ses actions reflètent ses ambitions. Quand on commence, personne ne sait comment ça marche. Il n'y a personne là, qui naît en sachant comment faire un site web, comment être capable de faire son infolette, comment être capable de convaincre, de persuader un client de nous faire confiance. Sur ton chemin, c'est sûr que tu vas avoir des obstacles. Alors que la majorité des gens vont abandonner, l'entrepreneur, lui, persévère parce qu'il sait que ce que quelqu'un est capable d'apprendre, tu es capable de l'apprendre. Ce que quelqu'un est capable d'accomplir, tu es capable de l'accomplir. Il y a d'autres personnes qui ont fait ce qu'il faut que tu fasses, qui ont passé par ce chemin-là et qui ont réussi. Alors toi aussi, tu es capable de réussir. Si tu es un entrepreneur ou que tu aimerais devenir un entrepreneur et que tu as besoin de trucs, d'astuces, d'idées pour soit démarrer ton entreprise ou encore accélérer la croissance de l'entreprise, alors tu devrais définitivement t'inscrire à La Tranchée. Il s'agit de la plus grosse communauté privée d'entrepreneurs francophones où tu vas y trouver tout ce que tu as besoin pour être capable d'écraser les obstacles sur ton chemin. Que ce soit à travers du support sur notre communauté, à travers des cours en ligne ou simplement pour aller chercher des idées, on est là pour toi. Ce qui m'amène à vous présenter le 25e épisode de Scotch et Domination mondiale. Pour avoir accès à l'entièreté des ressources, des notes, de résumé de l'entrevue, je vous incite fortement à vous rendre au latranchée.com/25. Et avant de débuter l'entrevue, j'aimerais dire que si vous voulez avoir des behind the scenes, des petits moments un peu loufoques où j'interagis avec mes invités de podcast, le processus de création de ces épisodes-là, je vous incite fortement à vous abonner à mon compte Instagram à @Olivier_Lambert. Je ne suis pas très actif dans mon fil d'actualité. Ceci étant dit, je pose des stories assez fréquemment. Alors sur ce, je vous présente Sarah Buteau de l'entreprise A1 Wear. Juste présentement avec Sarah Buteau, qui a l'entreprise A1 Wear et elle a 20 ans, c'est une entrepreneur qui est très très jeune et malgré son jeune âge, elle a un parcours qui est excessivement impressionnant. Donc,
Avant de parler de tout ce qu'elle a fait pour être capable de faire grossir sa brand, que vous pourrez aller voir, visiter son site web, vous allez voir, vous allez être impressionné par la qualité de ses photos, de ses modèles, toute son entreprise de façon générale. C'est assez impressionnant. Donc, avant de parler de tout ça, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur le podcast Merci. Scotch et Domination mondiale. Parlant de Scotch, ça va être ta première expérience avec le Scotch. Tu avais entendu le podcast de François Lambert qui disait que le Scotch était un petit peu plus masculin. Pas fait pour les femmes. Ouais, tout tu t'es dit, on va y aller vraiment pour un Scotch. On va changer la donne, on va tester ça. Fait qu'ici, on a un Dalwhinnie 15 ans. Ça va être une première expérience de qualité. Probablement que la seule chose que tu vas goûter, ça va être le goût du Scotch. Mais tu devrais l'aimer. Je connais pas ça. Tu devrais l'aimer. Fait en regardant la caméra, ici, j'aimerais ça que tu prennes ta première expérience de Scotch ever. On va se faire un cheers. Tu le prends au complet, c'est ça là. Oh my god, c'est fort! C'est 40%. Mais il est doux, Ouais, mais c'est quand même bon. C'est bon? Ouais. T'aimes ça? Ça passe. Ça ne casse pas, ça passe. Parfait. À recommander. Nice! Fait que écoute, t'as 20 ans, fait que t'es quand même jeune pour être entrepreneur, mais t'as commencé encore plus jeune que ça. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours depuis le tout début. Peut-être pas le maternel, tout ça. On veut pas vraiment le savoir. On parlera pas de ce passe-là que je t'ai parlé. Vraiment, à partir du moment où tu as fait partie du programme étudiant pour te lancer une entreprise. Ouais. Bon, vas-y. Bon, ben, je vais reculer un petit peu quelques mois avant de ma première expérience en entrepreneuriat parce que c'est sûr que c'est commencé un petit peu avant. Dans le fond, je travaillais dans un genre de Dollarama, dans un magasin, un petit magasin dans ma ville à Saint-Jean-Chrysostome. Puis j'ai vu ça? À Saint-Jean-Chrysostome, à Québec. OK. Ouais. Puis j'ai jamais vraiment aimé avoir un boss et tout ce tralala. Fait que j'étais sur mon ciel pendant que je travaillais. J'étais pas la meilleure employée, si on peut dire. Puis j'ai vu passer une publication d'un garçon que je connaissais pas nécessairement sur Facebook qui disait qu'il cherchait des laveurs de vitres pour l'été. Parce que l'été arrivait, c'était mon été, l'été avant que je rentre au cégep. Qui cherchait des laveurs de vitres. Puis moi, j'ai vu 18 de l'heure à 25 de l'heure. Fait que là, moi, ting-ting, oh mon Dieu, j'ai 17 ans, je me dis, crime, ça serait le fun. Fait que j'ai regardé la fille avec qui je travaillais, puis j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on ait passé l'entrevue pour laver des vitres ensemble cet été? Fait qu'elle a dit oui, puis qu'on est allé passer l'entrevue avec ce garçon-là. Lui, dans le fond, ce qu'il y avait, c'était une franchise étudiante de lavage de fenêtres. Fait que moi, je connaissais pas vraiment ça à cet âge-là, mais il y avait une franchise. Puis il me dit, il me passe en entrevue, puis il me dit qu'il aimerait bien m'avoir pour que je lave les vitres. Puis moi, je le regarde, puis on dirait que c'est comme là que j'ai eu une petite cloche. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, je veux laver des vitres pour toi cet été. J'ai dit, mais pour une raison, je veux un petit peu voir comment ça fonctionne, ton entreprise, parce que moi, dans un an, je vais être à ta place, puis je veux pas être à ma place, c'est moi qui veux passer les entrevues. Puis là, le gars, il dit bon, c'est sûr que là, tu as 17 ans, fait que tu peux pas, mais il dit, je vais te garder en mémoire. Puis là, j'ai dit, parfait. Puis là, cet été-là, j'ai lavé des fenêtres. Finalement, j'ai été comme jumelée avec une équipe de garçons. J'ai bien aimé ça. J'ai lavé des fenêtres tout l'été. Puis l'année d'après, je suis rentrée au cégep en gestion commerciale. J'ai commencé une technique de 3 ans en gestion commerciale. Puis le même garçon qui m'avait passé en entrevue, bon, ça avait été mon boss pendant l'été. Pendant l'été, c'est devenu aussi mon copain. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait... Pendant que tu travaillais pour lui? Ouais, ben dans le fond, pendant l'été, ça, c'était avant le MeToo, hein? C'était après, en fait, quand il est venu me revoir, puis il me dit, je me souviens de toi, tu m'avais dit que tu aimerais ça être à ma place. Fait qu'il dit, la franchise pour laquelle je travaille, dans le fond, ça s'appelle Groupe Residencia. Donc, il y avait des franchises de peinture, des franchises de tonte de gazon, des franchises de lavage de fenêtres. Il dit, il passe en entrevue, fait qu'est-ce que tu serais intéressé à venir passer les entrevues? Fait que moi, du haut de mes 17-18 ans, je comprenais pas trop. J'avais aucune idée vraiment que je voulais être en entrepreneuriat, mais je me suis comme pas plus posé de questions. J'ai dit, ben oui, ça pourrait être cool, on va l'essayer. Fait que je suis allée passer les entrevues avec une de mes très bonnes amies, en fait, quelqu'un qui était une de mes très bonnes amies dans le temps. On est allé passer les entrevues ensemble, on s'est dit, on pourrait faire cette expérience-là ensemble. Puis, première entrevue, ça va super bien. C'est sûr que c'était comme vraiment stressant pour moi parce que c'était comme un monde que je connaissais pas. C'était des entrevues de 1 heure que tu devrais quand même beaucoup te préparer, faire un pitch de vente. Moi, je savais même pas c'était quoi un pitch de vente. Première entrevue, ça l'a passé. Deuxième aussi. Troisième, c'est le directeur de Québec, dans le fond, moi, vu que j'étais à Québec, qui me passe en entrevue. Puis, il me dit que je suis prise. Donc, j'étais comme prise dans un projet que je savais même pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Donc, c'est sûr que quand on a une franchise, bon, ben là, il faut mettre un montant de départ.
faut mettre un montant de départ, puis ensuite, bon, ben, ça va être des redevances. Fait que moi, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai dit, bon, l'argent que je me suis fait avec tous mes emplois que j'ai eu avant, mais je vais la mettre là-dedans. Puis c'est combien le montant? Au début, je pense, si je me souviens bien, c'était environ 5 000. Okay. Tu sais, quand tu as 17-18 ans, mettre 5 000 quand tu es comme pas trop sûr de qu'est-ce que ça peut te ramener, je me suis dit, garde, je l'essaye. Fait qu'on met 5 000, mais après ça, bon, c'est acheter les équipements. Parce que moi, j'ai choisi la branche des fenêtres. Fait que c'était Vitrenet que ça s'appelait. Fait que c'était du lavage de fenêtres, du lavage de gouttières, vidage de gouttières, lavage à pression. C'était vraiment cette branche-là que j'ai décidé de prendre. Fait que c'est ça, c'était 5 000. Après ça, c'est acheter les échelles, c'est acheter tous les équipements c'est quand même un gros montant à mettre. Mais moi, je me suis dit, je vais pouvoir les revendre dans 1 an, dans 2 ans, que j'aurai plus la franchise. Fait que bon, j'avais déjà... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé ça, puis honnêtement, ça a été très difficile. Ça a été ma première année, comme je disais, que j'ai eu ma petite entreprise, si je peux dire. Fait que j'avais tout le territoire de Sainte-Foy à Québec, là, pour ceux qui connaissent Québec, toute Sainte-Foy, Cap-Rouge, c'était moi qui avais comme tâche d'aller récolter les contrats de lavage de fenêtres. Fait que ce que je devais faire, en fait, c'est sûr qu'au début, on a eu des formations pour nous montrer comment faire de la vente, comment approcher les clients et tout le tralala. Puis après ça, on a des rencontres avec nos coachs à chaque semaine, mais on est quand même laissé à nous-mêmes. C'est vraiment notre entreprise. Tu sais, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, fait que ils te font des formations, puis après ça, tu es laissé à toi-même. Donc, je commence ça. Je me monte mon équipe de porte-à-porte. Moi puis mon amie, elle, en fond, elle avait la branche de gazon qui s'appelait Go Gazon, donc de tonte de gazon, sur le même territoire que moi. Fait qu'on s'est monté des équipes de porte-à-porte ensemble. Puis on est parti sans trop savoir quoi faire. Première soirée, on commence à faire du porte-à-porte. Première porte que je cogne, me fait refuser, je pars à pleurer. Oh my God, c'est pas fait pour moi. Finalement, première soirée que je fais, je pète comme un record de rendez-vous que je m'étais bookée pour la semaine. Puis ça va super bien. Fait que cette année-là, vraiment ce que j'ai fait, c'est que je me suis montée des équipes de porte-à-porte. Après ça, je me suis engagée une vendeuse parce que mon année, elle a quand même très bien été au niveau performance. C'était vraiment stressant parce que tu as 18 ans, t'es dans une franchise où il y a beaucoup pas de rivalité, mais tu sais, tout le monde veut être dans les tops, tout le monde veut être dans les top vendeurs, il y a des concours, tu veux performer, puis tu sais, moi j'étais une fille qui a quand même de l'orgueil, fait que tu sais, je voulais toujours être meilleure que ce que j'avais fait, être meilleure des fois que ce que les autres avaient déjà fait auparavant, parce que je voulais me surpasser, puis surpasser un petit peu tout, si on peut dire. Fait que cette année-là, ça a été dur sur le moral, je me suis dit que plus jamais je voulais avoir mon entreprise de ma vie. Pour moi, c'était fini, j'étais là, même si j'avais très bien performé au niveau professionnel, les chiffres, j'avais été dans les tops franchisés de cette année-là. Ça avait super bien été, mais je me suis dit, je veux plus être dans c'est quand même impressionnant là, parce que tu dis pas toute l'histoire là, en ce moment. Je sens que tu caches certaines choses. Donc, tu avais combien d'employés? J'ai eu, au total, dans mon année, j'ai peut-être eu une trentaine d'employés qui sont passés. Puis en même temps, j'en ai eu environ, je peux dire 15 qui roulaient en même temps. Fait que pendant le temps du porte-à-porte, bon, j'avais peut-être 10 personnes qui faisaient du porte-à-porte pour moi. À un moment donné, il y a eu une vendeuse qui est entrée pour faire des contrats pour moi parce que là, pour aller dans le fond faire des estimations pour moi parce que là, j'étais plus capable de fournir. Fait que j'ai eu une vendeuse. Puis là, parce que là, c'est les gens qui faisaient du porte-à-porte pour prévoir des rendez-vous avec toi. Exactement, pour prévoir des estimations avec moi. Donc moi, après ça, je devais me rendre aux maisons pour faire une estimation, closer un contrat. Puis mon taux de closing, si on peut dire, était quand même très bon. Donc mes personnes en porte-à-porte étaient très bons parce que je les avais bien formées. On avait beaucoup de rendez-vous, je closais mes rendez-vous. Donc j'avais beaucoup de contrats qui s'en venaient pour l'été, mais on dirait que je voyais pas ça arriver. Fait que je vendais, puis là, le printemps arrive, puis là, il faut que j'engage des personnes qui vont laver les fenêtres. Mm-hmm. Mais là, comme je te disais tantôt, j'ai eu la chance, en fait, que la personne qui m'a recrutée est devenue mon copain. C'était pas pendant l'été que je travaillais pour lui, ça a été après que c'est devenu mon copain. Donc, lui, il faisait Vitrenet en même temps que moi. Donc, j'ai eu une aide de sa part exceptionnelle. Il m'a aidé, il m'a guidé. Fait que, par exemple, les formations pour les personnes qui lavaient les fenêtres, moi, j'avais un certain chiffre d'affaires. J'avais besoin de tant d'équipes par jour qui faisaient tant de maisons parce que là, personne ne prend des contrats pour printemps, pour l'été puis pour l'automne. Et justement, là, en parlant de chiffre d'affaires, tu as dit que tu étais dans les top chiffres d'affaires. Ouais. Combien? J'ai fini à 89 500 environ, si je me souviens bien. Fait qu'à 18 ans,
T'as été capable de gérer 15 personnes que t'as dit? Ouais, 15 personnes environ en même temps, là. Avec un chiffre d'affaires qui frôle le 100 000. Ouais, exactement. Puis autour de toi, tes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? C'est un autre monde, là. Je veux Ouais. dire, c'est pas comme travailler... Ouais, ben mes amis, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça pendant que je faisais Vitrenette ou en ce Ouais, moment? ils ont dû trouver ça bizarre un peu. Ben, ma meilleure amie, dans le temps, le faisait avec moi, donc... OK, pour le gazon. Ouais, pour le gazon. Puis j'avais une autre amie aussi qui était rentrée dans le projet, qui faisait le gazon aussi. Honnêtement, vu que c'était ma première année de cégep en plus, c'était quand même une grosse année au cégep, ils voyaient que, tu sais, je rushais. Là. Souvent, là, j'étais dans mes cours, puis il fallait que je sorte de mes cours pour aller répondre à des téléphones de clients. Tu sais, ça a déjà arrivé une fois là, que j'étais dans un cours, puis tout le monde autour de moi, ben, pas tout le monde, on était en fin de cours, fait que j'ai dit, je reçois un appel d'une cliente, on peut-tu juste faire silence comme? Puis la cliente, elle a commencé comme, c'était rare que j'avais des clients insatisfaits, mais elle était insatisfaite, puis elle m'a mis sur la main libre, puis les gens écoutaient, puis ils étaient comme, t'es vraiment bonne d'être capable de dealer avec ça, parce que c'est quand même, tu sais, au total, j'avais peut-être 350 clients qui avaient des attentes face à moi. Fait que j'avais des appels le vendredi soir à 10h du soir. J'avais des appels quand je sortais au bar pour la première fois. Puis là, tu sais, les clients, des fois, ils savent, tu sais, ils appellent n'importe quand. Puis toi, que tu sois une cégepienne dans sa première année cégep qui étudie, ils s'en foutent, puis c'est normal parce qu'ils signent pour un contrat, tu leur dois quelque chose en retour. Fait que mes amis ont vu que je travaillais fort. C'est sûr que tu vois un petit peu c'est qui les bons amis des moins bons amis. Tu vois c'est qui vont t'encourager, tu vois c'est qui vont avoir un petit brin de jalousie face à ce que tu accomplis, je pense. Ouais. Fait que j'ai vraiment, dès cette année-là, j'ai vraiment commencé à faire un petit peu un tri, comme des personnes qui étaient bonnes dans ma vie, des personnes qui étaient moins bonnes, mais en général, j'ai eu vraiment un bon support de mes amis. Okay. Je pense que non plus, tu sais, je faisais pas juste parler de ça. Donc, ils trouvaient pas que j'étais too much de juste parler de ce que je vendais, tu sais. Là, maintenant, est-ce que tu parles too much de ton entreprise? J'en parle avec les personnes avec qui j'ai à en parler, dans le sens que mon cercle d'amis est rendu beaucoup des personnes en entrepreneuriat. Donc, j'ai comme un petit peu refait mon cercle dans la dernière année. Puis c'est comme toutes des personnes avec qui j'aime ça, parler de ça, parce qu'on se craint toutes, on se motive toutes, on se parle de nos entreprises, mais je suis pas gossante parce que je suis pas la seule à en parler. Par contre, quand j'étais avec mes amis qui sont pas en entrepreneuriat, qui ont d'autres carrières, je vais en parler, mais je vais autant m'informer de eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'est-ce que, tu sais, dans quoi ils veulent s'en aller, comment ça va leur étude et tout. Fait que, tu sais, je pense pas que... T'as d'autres... vous connectez à propos d'autres choses. Ouais, c'est ça. Je pense pas que je suis comme tannante avec ça. Là. En tout cas, si je le suis, ils me le diront après le podcast. Ouais, fait que c'est ça. Fait, après ton année, t'as dit que ça a été vraiment difficile, ça a été rushant. Puis là, tu t'es dit, hey, moi, l'entrepreneuriat, là, fuck off. Ouais. Pourquoi est-ce que 2 ans plus tard, tu t'es relancé? Ça n'a pas été 2 ans plus tard. En fait, quand j'ai fini Vitrenette, dans le fond, j'ai décidé de ne pas signer une deuxième année pour être franchisée, parce qu'habituellement, c'est des contrats d'environ 2 ans. Ma mère était là, pourquoi tu fais ça? Tu sais, t'as bien performé, tu t'es fait quand même de la bonne argent, tu sais, à cet âge-là, pourquoi tu ne re-signes pas? Puis j'étais là, j'ai besoin d'un break, ça a comme été trop pour moi. Je sais pas, je voulais un break, et je me suis dit, pendant 2-3 mois, je vais vivre avec l'argent que je viens de me faire, puis je veux pas travailler. Fait que pendant 2-3 mois, j'ai pas travaillé, j'ai comme eu un temps pour prendre du recul sur mon expérience, parce que pendant mon expérience, j'étais comme « wow, je fais de l'argent, c'est le fun, je dépense, oh mon Dieu », mais je voyais pas vraiment... Les souliers... Les 4 paires de souliers en 10 minutes. Mais je voyais pas vraiment ce que ça m'apportait. J'étais là, c'est de la merde, ça me rend mongole, puis tu sais, je me suis dit « bon, je vais prendre du temps pour prendre du recul », puis avec le recul, après 2-3 mois, je me suis dit non, ça m'a vraiment appris. Puis quand j'étais dans mes cours, puis que j'écoutais mes profs parler, puis que j'étais comme non, ce que tu dis, ça marche pas, là, tu me donnes un cours en vente, mais moi, je vois vraiment qu'avec mon expérience que j'ai eue, c'est quoi la vente. Je me suis dit bon, peut-être que c'était juste pas fait pour moi. C'est une entreprise de service, par exemple, parce qu'une entreprise de service, moi, ce qui me stressait, c'était, tu sais, je veux dire, j'avais 18 ans, je fais 5 pieds, puis j'avais des employés comme des gars de 24 ans, de 6 pieds, que, tu sais, moi, c'est ça qui me stressait, ils vont-tu rentrer, vas-tu pas rentrer? C'est passé tellement d'affaires qui étaient quand même dur à gérer. Fait que j'ai pris 2-3 mois, puis je me suis dit, j'ai pas le goût de avoir un boss. C'est impossible que j'ai été mon propre boss pendant 1 mois, puis que là, je retourne à quelque part, puis que j'aille des horaires. Tu sais, j'avais aimé cette liberté-là, fait que j'étais là, non, je me suis promis que plus jamais de ma vie, j'aurais un boss.
je me suis promis, fait que j'ai fait non. Puis un jour, comme je t'ai dit, j'étais dans ma douche. Les résolutions de l'année, c'était en janvier, fait que ça venait d'arriver. Tout le monde est craqué un peu en janvier. Je pense que c'était comme la deuxième semaine, puis j'étais en train de me laver les cheveux, puis j'ai dit « une entreprise de vêtements de sport ». Là, je pensais à ça, j'étais comme « c'est sûr que ça marcherait ». C'était dans le temps qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des entreprises de vêtements, puis de le tralala. Fait que j'ai dit « je veux me partir d'une entreprise de vêtements de sport, c'est ça que je veux faire, c'est ce que je fais. » Ouais. Fait que je suis sortie de ma douche, j'ai appelé un de mes très bons amis que je connais depuis longtemps, qui a une entreprise d'importation. Il fait une entreprise d'importation, une entreprise de... Il fait plein de choses, puis je l'ai appelé, j'ai dit je veux venir te rencontrer, je peux venir te voir au bureau demain. Il m'a dit oui, viens-t'en demain, pas de problème. Dans le fond, il est toujours là pour moi, fait qu'il m'a dit viens demain. J'arrive le lendemain, puis j'ai dit je veux me partir une entreprise de vêtements de sport. Qu'est-ce que je fais? T'sais, moi, je savais pas quoi faire, j'avais aucune idée par où commencer, mais je savais quand même qui aller voir pour avoir des bons conseils, pour avoir des bons contacts. Fait qu'il m'a pris une grande... Je vais me souvenir toute ma vie, il m'a pris une grande feuille, il a écrit « D'ici 2 semaines, il faut que tu ailles fait ça. » Là, il m'a écrit plein de choses qu'il fallait que je fasse. Il faut que tu ailles trouvé ton nom, je l'avais déjà trouvé. J'ai dit « c'est ça mon nom, c'est Ewan. » Tu as trouvé ton nom, faut que tu ailles des idées pour tes logos, faut que tu te sois enregistré, faut que tu ailles fait tout ça. Dans 2 semaines, tu me reviens avec ça. Si dans 2 semaines, c'est tout fait, dans 3 mois, tu peux sortir ta première collection. Moi, je suis comme « Oh my God, je suis craquée. » Le lendemain, je reviens, je dis « Jay, tout est fait. » J'ai mon nom, mon logo, j'ai mes idées, je me suis enregistrée, tout est fait. Fait qu'on commence là, on design, là, c'est parti. Puis là, il était comme OK. Puis j'y dois une grande partie de mon succès, de la réussite de mon entreprise. Parce que justement, il a cru en moi dès ce jour-là. Il a dit OK, ça va marcher, go, je suis prête à donner du temps, à donner tous les outils qu'il avait à me donner. Fait qu'on est parti comme ça. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. T'sais, souvent, il y a du monde qui ont comme une histoire de quoi de déclencheur, mais moi, c'est rangé, j'avais envie de le faire. Puis Mais dans la douche, c'est un bon déclencheur, je te dirais. Ouais, c'est un bon déclencheur. Tu penses, t'écoutes ta petite musique, là, puis c'est un bon déclencheur. Puis, by the way, il y a tellement de gens qui entrent en contact avec des influenceurs au niveau marketing, entrepreneuriat pour être capable d'avoir de l'aide au niveau de leur entreprise, mais il y en a tellement peu qui agissent. Ouais. Fait que le fait que tu t'aies retourné le voir le lendemain en disant tout est fait, ça pour de vrai c'est rare. Marie-Pierre va rire quand elle va entendre ça, là, mais à chaque jour, on a du monde qui nous écrit pour nous dire genre, tu sais, rendez-moi riche. Ouais. For real, là. Straight de même, tu sais, comme... Rendez-moi riche. Rends-moi riche. Ouais, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a du travail beaucoup en arrière pour se rendre riche. fait que les gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'efforts, tu sais, les doers, il y en a pas beaucoup. Puis ça, je pense que c'est vraiment... T'as les doers, t'as les closers, t'as ceux qui sont capables de... Quand ils commencent, il y en a qui commencent plein de choses. Ils finissent à rien. Ils ont beaucoup d'idées, mais ça va être plus dur de les mettre en application. Ouais. Mais t'as comme les thinkers, les doers et les closers. Ouais, c'est comme ma théorie des trois... Ouais, t'as raison. Fait qu'il y en a qui ont plein d'idées non-stop. Ouais, j'ai au moins 3 personnes qui m'écrivent par jour, je pense, pour me demander qu'est-ce que je fais pour me partir une compagnie de vêtements. Qu'est-ce que je fais. Puis avant, vu que, dans le fond, la personne que je suis allée voir au début, c'est Jérémy, son nom, là, Jay Mooner. Lui, entreprise d'importation, fait que j'y amène des contrats de personnes justement qui veulent se partir lui, il m'aide, donc moi, je l'aide aussi. Je vais y amener des contrats de personnes qui veulent se partir. Puis le nombre de personnes à qui je réfère Jay, qui vont finir par faire une commande, par le contacter, par faire la commande, puis par finir par vendre, est très minime. Puis ça, je veux dire, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas fait pour tout le monde. Mais il y a tellement de personnes qui veulent faire ça parce qu'on s'entend que c'est... En tout cas, pour moi, c'est la vie de rêve. Mais c'est ça, ça a l'air facile. T'sais, les gens, ils pensent que c'est juste... tu trouves un logo, tu mets ça sur du linge qui te coûte 2$ par morceau. Là. C'est souvent ce que j'entends dire parce qu'au début, je me suis fait dire ça par beaucoup de monde. Oh, c'est ça, ça te coûte 2$ par morceau, puis après ça, tu t'en vas le vendre 45$. Puis là, ils pensent que c'est juste ça, se faire un site web puis vendre, puis avoir des abonnés sur Instagram, sur ton compte d'entreprise. C'est pas juste ça? Mais non, c'est juste ça. Non, attends. T'as les abonnés Instagram, t'as le linge qui coûte pas cher, t'as le logo. Il y a du travail à mettre en arrière, c'est ça. Mais c'est ça que le monde va penser que, tu sais, ils vont se partir un brand, ils vont avoir des abonnés, puis ça va vendre. Moi, je me suis rendu compte, je te l'ai déjà dit, là, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, dans le fond, comment ça a fonctionné, je me suis fait un budget de combien j'avais à mettre pour ma première commande.
Puis tout mis l'argent que j'avais. J'ai dit, bon, regarde, on va tout mettre. J'en ai gardé un petit peu à côté pour vivre, mais j'ai dit, garde, je mets tout parce que premièrement, ça va réduire mes coûts par morceau. Puis je vais en avoir assez pour une longue période parce que c'est quand même long du moment où est-ce que tu vas commander au moment où est-ce que tu vas recevoir tes vêtements. Ouais. Fait que je commande mes vêtements quand même en grande quantité, je te dirais, pour quand même un bon montant pour... Ta première batch, tu as combien de morceaux? Combien de morceaux? J'avais 200 morceaux par item, puis des items, j'en avais peut-être 7. Fait que... OK. J'avais beaucoup de morceaux. 1400, ouais, si environ. je calcule bien. Ouais, c'était bon. Fait qu'environ 1400 morceaux. Je commande ça. Fait que ça, c'est plus que 1400 au moins. Ouais, c'est ça. C'est 3000 tu sais, c'est environ 2,50 par morceau, non, c'est pas vrai. Donc, fait que je commande ça, puis honnêtement, quand j'ai commandé ça, j'avais aucune idée de comment j'allais vendre, aucune idée de ce que je... Là, ton garage était plein. Là, dans le fond, moi, c'était dans mon sous-sol que j'allais tout rentrer ça parce que j'ai des parents extraordinaires qui m'encouragent depuis le début. Ma mère, ses propres mains, m'a fait toutes mes étagères. Elle est allée m'acheter du bois pour faire des étagères par elle-même. Elle m'a collé des photos A1 partout avec des signes A1 partout. J'ai une mère extraordinaire pour ça, pas juste pour ça, mais pour ça aussi. Fait que moi, j'ai reçu... tu sais, j'ai fait ma commande de vêtements. Pendant ce temps-là, bon... Je fais mon Instagram A1 Wear. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je mets des photos avec du monde qui ont trop pas de linge A1, mais je savais pas quoi mettre. Fait que j'essaie de créer du contenu un peu. Je savais pas comment ça fonctionnait. Puis 2-3 mois plus tard, après beaucoup d'embûches de mon stock arrive pas, de crise parce que je capote, parce que là, les choses arrivent pas. Puis c'est après, quand tu prends du recul, que tu te dis, ouais, je capotais non pour rien. Là. Après tout ça, que là, Jay m'appelle puis il me dit, ton linge arrive aujourd'hui. Je suis comme, parfait. Ça arrive, puis je vais chercher ça, je rentre dans mon sol avec ma mère, puis là, je regarde ça, puis je dis bon. Fait que. Now c'est what? là, now what? Exactement, qu'est-ce que je fais? Fait que là, moi, je me dis bon, j'ai des abonnés sur Instagram, j'ai dit beau linge, je vais faire le lancement, ça va être sold out. Voyons donc, je vais faire comme Elisabeth Rioux avec ses maillots de bain que j'admire parce qu'elle a été capable de créer tellement un gros vibe autour de sa marque. Elle, c'est ça qui a fait, c'est ça qui en fait. Qui est arrivé la première journée, elle a tout sold out. Et je me disais, moi aussi, crime, je suis sur Instagram, je me pars une compagnie. T'avais combien d'abonnés? Je sais pas, j'en avais peut-être 5000. Okay. Le monde, ils me disent tous qu'ils vont m'acheter parce que le monde, ils me disent qu'ils vont t'acheter des vêtements et le monde, ils me disent qu'ils vont t'encourager. Fait que je dis, hey, mon lancement, il est demain, j'annonce ça sur Instagram. Là, je suis prête à avoir ma grosse journée le lendemain de vente. Là, tout va être sold out, je vais être riche. T'es prête avec tes boîtes? Ah, ouais, je suis prête. Je vais faire mon shipping, même si je sais même pas comment je vais faire mon shipping. Je savais rien. Là, je fais mon lancement. J'annonce que mon site web est en ligne. 0 vente. Le site plante. Fait que il là, n'a pas planté parce qu'il y avait trop de monde dessus. Je pense qu'il avait planté parce qu'il y avait trop de monde qui est allé le voir. Mais des personnes qui vont voir ton site comparativement à des personnes qui vont en acheter. Ok, mais c'est bon de base s'il a planté. Ouais, c'est bon parce qu'il a planté parce que beaucoup de personnes voulaient aller le voir. Fait que, premier achievement, mon site web plante. Nice. Fait que là, finalement, gros stress, là, je me dis, c'est pas grave quand mon site va être de retour. Tout le monde qui avait voulu faire un achat vont le faire. Non. J'ai pas vendu, je pense, en 2 semaines, 0, sauf à une de mes amies, puis une des amies à mes parents, parce que les amis à mes parents m'encouragent depuis le début. Puis une amie à mes parents, mon ami, achète, puis c'est tout. C'est excessivement difficile de vendre la mode. C'est là que tu t'en es rendu compte. Oui, puis en ligne aussi, c'est difficile quand tu n'as pas les bons outils et tu sais pas quoi faire. Fait que moi, je pensais juste qu'en mettant un story de « Oh my God, il faut l'acheter », le monde allait l'acheter, du tout. Donc, pendant 2 semaines environ, j'ai eu aucune vente. Donc, pour les personnes qui m'écrivent, qui viennent de se partir d'une compagnie puis sont comme « J'ai pas vendu, ça fait 1 semaine, oh mon Dieu », ou des personnes qui sont juste... Ils n'ont même pas encore leurs vêtements, puis ils font une pré-vente, puis qui vendent, mettons, 2-3 morceaux, puis ils capotent, c'est normal. C'est avec le temps, c'est avec la notoriété que ta marque va avoir, c'est avec le travail que tu vas faire. Tu sais, c'est pas juste en ayant des abonnés, puis en disant « Ah, ma marque est en ligne, je suis populaire, elle a acheté mes vêtements ». Non, vraiment pas. Mais moi, je sais pas pourquoi j'avais cette tranquillité-là d'esprit que je me suis dit « Si j'ai pour tant d'argent de vêtements dans mon sol, je vais finir par le vendre, je sais que je vais faire quelque chose de bon ». Fait que ça vendait pas, puis à un moment donné... c'est vraiment avec le temps. Je suis partie à un moment donné, j'étais chez moi, puis tu sais, je faisais des ventes, mais vraiment pas beaucoup, là, vraiment pas beaucoup. Puis il y a quelqu'un qui... Même après, j'avais-tu fait ma 2e collection quand je suis partie? Oui. Même
lorsque ma première collection était vraiment pas toute vendue, je me suis dit, je vais en faire une deuxième. J'en ai une deuxième. J'ai commandé pour le double que ma première collection. Fait que je me suis dit, bon, on commande beaucoup. J'avais beaucoup de vêtements, je vendais pas encore beaucoup. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a approché, il s'appelait Gabriel, puis il me dit, salut, dans le fond, nous, on part au Mexique avec plein d'influencers. Donc, avec Alicia Moffett, avec Lucie Réon, avec Béatrice Bouchard. Donc, plein d'influencers que les gens aiment beaucoup ici. Puis il a dit, on aimerait, tu sais, est-ce que tu aimerais nous donner des vêtements, puis nous donner un contrat pour qu'on crée du contenu là-bas? Fait que moi, je me suis dit, bon, ça va me coûter tant pour la vidéo, ça va me coûter tant pour les photos, puis il va probablement falloir que je paye les influencers, tu sais, je savais pas comment ça fonctionne. Je l'ai appelé, j'ai dit, je peux-tu venir, moi, tu sais, je peux-tu venir à votre voyage? Je suis sûre que ça m'apprendrait plein de choses, puis je vais être là pour diriger, puis je vais être là pour me faire des contacts, pour me faire amie avec les personnes qui sont là aussi, parce que je suis quand même quelqu'un de sociable, tu sais, j'aime... J'essaie, en tout cas. Donc là, il m'a dit, oui, il reste une place, viens avec nous. Fait que là, moi, parfait, je suis partie avec eux, puis j'ai fait ma première vraiment vraie campagne publicitaire, si je peux dire. Donc, j'ai fait un vidéo, on a fait beaucoup de prises de photos avec Amy Jade, qui a été extraordinaire, qui a pris des photos là, pour moi pendant 10 jours de temps. À chaque jour, elle était là, elle prenait des photos, elle faisait chaud, elle était en polar, elle en prenait. Fait que c'est ça qui m'a fait rendre compte que... Parce qu'au début, je voulais pas trop avoir d'influencers. Je voulais pas faire comme toutes les marques, que la seule chose qu'ils font, c'est prendre des influencers. Puis on dirait que j'essayais d'amener quelque chose d'autre. T'aimais pas ça? Non, on aurait dit j'aimais pas ça. Pas parce que j'ai quelque chose contre les influencers ou quoi que ce soit, mais je me disais, faut que je fasse de quoi d'autre. Je peux pas juste mettre du linge sur du monde populaire. Puis on dirait, je me disais, les petites filles de 14 ans, les personnes de 16 ans qui, justement, qui ont pas d'abonnés, puis ben, tu sais, que je voulais pas rendre ma marque juste comme d'autres marques qui mettent du monde fit, des belles personnes avec beaucoup d'abonnés. Je voulais pas avoir cette vibe-là. Je voulais dégager le vibe que tout le monde peut mettre du A1, tout le monde peut... faut que tout le monde se sente à l'aise de m'écrire pour leur demander les grandeurs. Faut que tout le monde se sente à l'aise. Puis dans ma tête, il fallait pas juste des influencers pour ça. Mais je me suis rendu compte à ce voyage-là que le côté influencer était quand même très bon, puis il fallait que je l'utilise. Fait en revenant du... Fait que là, tu étais en voyage avec eux. Oui. Et puis, tu as supervisé les shots, tu as fait un shoot, tu as fait une vidéo. Fait que là, tu as eu plein de contenu avec des influenceurs qui ont publié sur leurs médias sociaux, tu leur as donné du linge. Tu es revenu. Puis, c'est quoi l'impact que ça a eu sur tes ventes? Étonnamment, ça n'a pas eu un gros impact niveau monétaire. Donc, j'ai pas fait beaucoup de ventes générées à cause de ça. Par contre, ça a augmenté la notoriété de l'entreprise fois 1000. Le nombre de gens qui me disaient « Hein, tel a mis tes vêtements. Hey, j'ai suivi pendant 10 jours ta campagne, comment ça se passait. » Parce que je mettais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, je mettais beaucoup de photos. Puis les personnes en parlaient, elles n'allaient pas nécessairement acheter, mais je veux dire, avant de faire des ventes, il faut que tu augmentes la notoriété de ton entreprise. Fait que ça a énormément augmenté la notoriété de l'entreprise. Les influenceurs, c'est quelle taille d'influenceurs qu'on parle? Est-ce que c'était des 30, 50, 100 000, 500 000 abonnés? Il y avait Amy Jade qui, dans ce temps-là, je pense qu'elle avait environ 30 000 abonnés. Là, elle est rendue avec beaucoup plus d'abonnés. Mais quand on est parti, c'est vraiment elle, en fait, qui a fait ma campagne. Fait que j'ai pris des photos un petit peu d'Alicia, de Lucie, mais, puis de Valwim. Mais vraiment, là, le main pour ma campagne, c'était Amy Jade. Elle avait environ 30 000 abonnés. Là, elle est rendue à peut-être 80 000. Donc, c'était quand même super bon. Puis sinon, il y avait Alicia Moffett, elle a combien? 200 quelques mille, je sais pas. Il y avait Lucie Réon, ils ont quand même beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui les suivent pour le bon contenu qu'ils mettent, pour ce qu'ils font, pour ce qu'elles font. Donc, je pense que j'avais quand même des très bonnes influencers, des personnes qui paraissent bien, des personnes qui dégagent quelque chose de le fun. Parce que, c'est sûr que j'enverrai jamais des vêtements à quelqu'un qui a 300 000 abonnés si elle dégage pas quelque chose que j'aime. Faut que ça fitte avec. Ouais, faut que ça fitte. Puis je prendrai pas de photos de quelqu'un juste parce qu'elle a des abonnés. Faut que j'aime ce qu'il y a autour. Je pense que c'est important aussi quand tu as une entreprise de prendre des personnes qui vont véhiculer un petit peu tes valeurs, les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est ça. Quand je suis revenue, il n'y a pas eu beaucoup de ventes de plus. Je ne vendais pas encore énormément, mais les gens en parlaient plus. Il y avait un petit peu d'articles qui se faisaient un petit peu partout là, sur A1. Fait qu'il y avait... ça en parlait plus.
Puis là, c'est après que j'ai commencé, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. C'est pas juste les influenceurs qui vont me faire vivre, il faut que je fasse autre chose. Puis c'est là que j'ai commencé à faire d'autres techniques là, de vente, de marketing. OK. Fait que là, tu as une belle machine avec un compte Instagram qui a de l'allure. Fait que là, tu as une belle machine pour être capable de commencer à générer tes ventes. Et ces ventes-là, comment est-ce que tu as été chercher? C'est quoi les autres stratégies marketing que tu as rajoutées? L'autre stratégie marketing, dans le fond, je me suis rendu compte que quand tu vends en ligne, tu n'as pas d'interaction avec ta clientèle. Tu n'as pas un magasin, les gens ne rentrent pas. Tu peux pas... tu sais, comment tu fais pour aller chercher des gens en ligne, sauf de juste payer de la promotion? Mais c'est d'aller les voir directement. C'est de faire de la vente directe. C'est d'aller, premièrement, de toujours être actif sur les réseaux sociaux. Donc, de toujours liker des photos, de toujours t'abonner à des personnes que tu aimes leur profil. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, crime, les personnes que je sais qui aimeraient ma marque, mais qui la connaissent pas, comment je fais pour leur faire connaître sans juste, mettons, aller m'abonner? Je vais leur parler directement. Fait que je trouve des comptes que j'aime, je leur écris que j'aime leur compte, puis je suis capable de me permettre d'offrir des rabais. Tu sais, je peux me permettre d'offrir des rabais à quelques personnes, donc je vais leur offrir des rabais. Je vais leur dire, regarde, si tu aimes ma marque, je t'offre un rabais. Puis toi, tu peux même aller offrir un rabais à tous tes amis, tous tes abonnés, toute ta famille. Puis pour te récompenser, bien, si tant de personnes qui achètent ou quoi que ce soit, bien, je t'enverrai quelque chose gratuitement. Puis c'est vraiment en faisant... Un petit programme de récompense pour des micro-influenceurs. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme quand tu vas au McDo, pourquoi tu vas toujours t'acheter ton café au McDo? C'est parce que tu sais que le 8e est gratuit. Là. Ben là, c'est un programme de récompense, c'est con, mais moi, j'ai aucun endroit physique. Donc les gens, fallait que j'aille les rejoindre directement. Tu sais, les personnes qui, oui, ils voient les influenceurs passer, mais ils se sentent pas rejoints par la marque parce que, tu sais, les influenceurs, ils vont mettre toutes les marques de la planète. Tu sais. S'ils se font offrir des vêtements gratuits, s'ils aiment la marque, puis s'ils se font payer, ils vont la mettre. Mm-hmm. Fait que les gens, ils savent ça, mais tu sais, pourquoi ils achèteraient A1 au lieu d'un autre? Ben parce que moi, je vais aller leur parler directement. Moi, je vais répondre. Parce que c'est pas un influenceur, parce que c'est quelqu'un qui connaisse. C'est ça, exactement, parce que c'est quelqu'un qui connaisse. Tu sais, au début, tu sais, je dis pas que Nike feront pas ça, ils n'ont pas de temps à perdre à faire ça, mais moi, au début, pour que les gens achètent, il doit y avoir d'autres personnes qui achètent avant. Il faut que ça se fasse parler. Il faut que ta sœur elle te dise c'est de la qualité, j'aime m'entraîner là-dedans. Le crop top, il n'est pas juste beau en photo, il est beau en vrai aussi. Les leggings respirent bien. Il faut que quelqu'un te le dise d'autre que juste un influencer, parce qu'un influencer, ça va passer un message à travers une caméra, mais encore là, c'est encore à travers ton cellulaire. C'est pas quelqu'un qui va te le dire en vrai, qui va l'avoir essayé. Faut que ça s'aille dans ta vie pour de vrai. Faut pas juste que ça s'aille numérique. Oui, exactement. Fait que moi, c'est vraiment avec la vente directe que j'ai été capable, d'aller rejoindre les personnes directement, que j'ai été capable d'augmenter mon chiffre d'affaires considérablement. Puis, c'est comme ça que maintenant, bon, ben là, j'aurai plus de budget pour envoyer des vêtements à des influenceurs, puis pour amener, d'autres techniques marketing, parce que je sais que ma vente directe va toujours me faire vendre, Parce que là, tu fais pas de publicité AdWords, tu fais pas de publicité Facebook. Pas encore, non. Tu as commencé à récolter des adresses courriels. Oui. Est-ce que tu envoies des infolettes régulièrement? Ou? Je fais des newsletters des fois. Par contre, en ce moment, je suis plus en processus de me bâtir une bonne liste d'emails pour que quand je mette du temps, beaucoup, puis de l'argent dans mes newsletters, que ça fesse, ça vaut la peine, de bien faire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait un peu dans mon entreprise, c'est que j'ai pas fait la première journée des publicités Facebook, des publicités Instagram, des influenceurs, de la vente directe. Je me suis assurée de prendre mon temps pour tout bien faire pour que quand je le fasse, ça se fasse bien. Ouais. Puis t'as pris un peu, tu capitalises sur ton background justement avec ton histoire de la vitre, parce que tu te présentais chez les gens. Ça, c'est vraiment gênant, là. Juste le fait que tu aies le guts de faire ça. Ouais. Puis juste les vendeurs que tu engageais, props pour eux autres aussi, là, c'est difficile là, de faire du porte-à-porte. Mais moi, j'ai commencé en porte-à-porte aussi. Ah ouais? Tu vendais quoi? Ben moi, je vendais mes services de web. Tous les commerces. Moi, c'est pas du monde. J'allais faire du porte-à-porte avec les commerces. Tu sais, c'est quoi la game de se faire dire non, hein? J'ai commencé, j'avais 16 ans, j'étais gérant de band. J'avais même pas 18 ans, OK? Pas vrai? J'allais aller voir le gérant du bar. Quand tu t'es assis au bar, t'as 16 ans, je vais te prendre un café, je vais voir le gérant. Tu devais te faire revirer, mais quand tu te faisais dire oui, ben... Non, mais il est pas là, il va revenir demain. OK, tu reviens demain. Ouais. Ah, il est pas là, il va revenir dans une heure. Ouais. Je vais attendre. Mais je me suis toujours fait dire 10 non vont toujours amener un oui. Et tu vas te faire dire non 10 fois, là, mais le oui que tu vas te faire dire la 11e fois, là, il va valoir la peine, il va être payant, puis il va être le fun. Fait que tu sais, je cognais à une porte.
soit que je me faisais pas répondre, je me faisais slapper dans la face, je me faisais dire je suis en train de faire un souper, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, des enfants de même. Puis là, j'arrivais en 11e, là, ça marchait, puis j'étais genre Ouais, c'est vrai, Colin, ça marche. Fait que tu sais, ouais. Mais justement, ça, c'est un très, très bon conseil qui est faut que tu parles avec tes clients. Faut que tu parles pas juste avec tes prospects. Faut que tu appelles le monde. Faut que tu leur écrives des messages directement. La plupart des entreprises qui veulent savoir comment augmenter leur chiffre d'affaires, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entrer en contact avec une agence, ils vont entrer en contact avec un consultant en marketing, que lui, au final, il n'en a absolument aucune idée de c'est quoi exactement le besoin ou qu'est-ce que ton prospect veut vraiment. C'est lui qui le sait. Il n'y a rien de mieux que de toi entrer en contact avec. Exactement. Puis souvent, le gars que tu vas payer 250$ de l'heure en consultation, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire appelle ton monde. Fait que finalement, tu te fais juste payer 250$ pour avoir. Tu sais, c'est comme si là, tu fais là, je paye 250$, je vais le faire. Ouais. S'il me le dit, ça doit être vrai. Non, regarde, on prend un conseil gratuit aux gens. Là. Écoutez ça. Appelez vos prospects, faites de la vente directe, puis contactez vos clients actuels pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis les gens, ils le font pas parce qu'ils sont stressés de se faire dire non, par expérience personnelle. Parce que moi, avant, quand j'avais Vitronette, j'avais peur de répondre au téléphone parce que pour moi, avoir un coup de téléphone, c'était signe de négativité, c'était signe de quelqu'un qui allait chialer. Mais finalement, quand je répondais au téléphone, c'était quelqu'un de satisfait qui me disait merci. Fait que, tu sais, je répondais pas, puis là, finalement, je finissais par répondre, puis c'était positif. Même chose que, tu sais, par exemple, approcher un magasin pour aller dans son magasin, tu sais, c'est stressant, t'as peur de te faire dire non, t'as peur de pas savoir quoi répondre à une question, puis finalement, tu le fais, puis ça va bien. Puis c'est juste vraiment de le faire, puis de le faire, justement, là. Ouais. Fait que, ben écoute, je pense que s'il y a une chose que les gens peuvent retirer de ton histoire, en fait, c'est justement cette facilité, pas cette facilité-là, mais cette audace de faire les choses, de prendre action, comme quand le gars il t'a dit, bon, voilà une liste de choses à faire, reviens-moi dans 2 semaines, tu vas la revoir le lendemain, tout est fait. C'est de passer à l'action, c'est de get shit done, pas être gêné, passer par-dessus son orgueil, prendre des risques de se faire dire non. Puis ce qui m'amène à pas mal la dernière question, qu'est-ce qui t'excite présentement comme projet, comme démarche marketing que tu es en train de faire pour t'accompagner? Ben présentement, c'est certain que là, je viens de finir mon deck. Fait que je suis à 100% dans A1. Fait que maintenant, j'ai vraiment tous les petits détails que j'avais pas le temps de faire, tous les twists marketing que j'avais pas le temps de penser, de retravailler. Maintenant, j'ai le temps. Donc là, ce qui m'excite vraiment en ce moment, ben, c'est sûr que je sors une nouvelle collection que j'ai vraiment hâte de montrer. J'ai vraiment hâte de faire les campagnes pour cette collection-là. Mais aussi, en ce moment, je crois que mon marketing à Québec est quand même en train de bien se faire. Et ça commence quand même à se faire connaître. C'est vraiment d'attaquer l'international. Je commence à vendre énormément partout dans le monde à cause des actions que j'ai prises justement pour ça. Donc là, c'est vraiment ce que je veux faire, ça serait de faire un voyage, par exemple, aux 2 mois où est-ce que je m'en vais à une place différente dans le monde, toujours que je vais aller chercher des influenceurs là-bas, puis qu'on va vraiment créer du contenu. Avec des influenceurs locaux? Avec des influenceurs locaux. Nice. Premièrement, c'est le fun parce que ça va me permettre de voyager, de connaître de nouvelles personnes, puis de faire connaître mon brand à ces endroits-là. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation. Tu sais, les gens vont penser que c'est juste bon à part en voyage pour prendre des photos, mais c'est énormément de préparation, puis c'est vraiment vers là que ma prochaine année s'enlignerait. Puis ça aussi, une autre chose que je crois que je suis plus prête à faire, c'est de mettre des plus gros budgets à plein d'endroits différents. Je sais que toi, tu connais tellement plein de techniques, tellement plein d'outils, plus que moi, je connais que juste Instagram pour vendre. Donc, vraiment, je me suis pris un budget, puis je me suis dit, je suis prête à perdre cet argent-là, si on peut dire, pour tester le marché, pour tester où est-ce que les gens sont plus réceptifs. Fait que si je mets 1000$ en pub Facebook, combien ça va me rapporter? Si je mets 1000$ sur des pop-up, quoi que ce soit. Fait que vraiment, je suis prête à mettre beaucoup d'argent dans des tests, mettre mes œuvres dans plein de paniers pour finalement voir ça marche, ça fonctionne, puis après ça, mettre des énormes budgets pour vendre en grosse quantité parce que je suis quand même en train de faire des grosses commandes, beaucoup d'unités. Fait que faut que ça se vende. Fait que pour ça, il faut prendre des plus grosses actions que juste que je fais en ce moment. Faut que de là mon slogan to the next level, là, faut que j'aille au next level, là, je pense. Nice, parfait. Ouais. Ben écoute, là-dessus, on va prendre une dernière gorgée de scotch. Allons-y. Cheers. Cheers.
C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination mondiale. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec Sarah Buteau et pour avoir accès à un rabais exclusif, vous pouvez utiliser le code promo LATRANCHEE, LATRANCHEE, tout dans un mot, sur sa page de checkout pour être capable d'avoir accès à un rabais exclusif. Alors, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode où je vais avoir une entrevue avec Nick Léger qui aide des gens à devenir excessivement populaires sur Instagram.